Alors, comment se positionner face à la Chine? L'exemple des JO est frappant. On en parle avec vous, Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po et CNRS. Et vous publiez une note pour l'Institut Montaigne, Europe-Inde. Quelles ambitions face à la Chine? On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, donc, sur cette question des JO, les Américains enverront leurs athlètes, mais pas leurs diplomates. Les Français disent vouloir se coordonner avec les Européens. Pas sûr qu'il y ait consensus sur le sujet, hein. Oui, alors pour ce qui est de Biden, c'est logique, en un sens, de monter en gamme. Il cherche à faire de la défense de la démocratie la marque de fabrique de son mandat. Le sommet des démocraties qui aura lieu cette semaine est le coup d'envoi de cette grande campagne, donc que l'on cherche à mettre la Chine en difficulté sur ce terrain, c'est parfaitement logique. Qu'il mette aussi en difficulté ses partenaires, c'est une espèce de conséquence imprévue ou imprévisible. Et ce n'est pas la première fois. Et ce ne serait pas la première fois que les Américains partent devant et que les Européens aient à suivre. Que les Européens aient du mal à se mettre d'accord sur un sujet comme celui-là, c'est assez logique aussi, puisqu'en fait, la dépendance commerciale de l'Allemagne, par exemple, par rapport à la Chine, est bien plus grande que de la France. N'oublions pas que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis 2015. Venons-en à votre note, puisque vous dites que la Chine est le principal moteur du rapprochement entre l'Inde et l'Europe, même si c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément suivi, ce rapprochement. Comment est-ce qu'il se concrétise et sur quoi ça peut déboucher? Alors c'est un rapprochement qui effectivement a connu son point d'orgue au printemps dernier, lorsque le sommet UE-Inde a relancé toutes sortes de négociations, dont une négociation commerciale, pour arriver à un traité de libre-échange, qui est donc en discussion maintenant. C'est l'une des possibilités en termes de résultats. Alors c'est une affaire difficile parce que l'Inde est assez protectionniste. Ça peut prendre plusieurs années. Ça prendra forcément plusieurs années. Et puis les Indiens sont très demandeurs de visas pour leurs ingénieurs informaticiens et la question migratoire en Europe est devenue très sensible. Mais c'est quand même l'un des résultats possibles. L'autre résultat possible, c'est resserrer les rangs face à la Chine dans l'Indo-Pacifique. Et c'est effectivement le moteur de cette relation qui monte en gamme. Parce que l'objectif, clairement, c'est de contrer la Chine. Alors, les mots sont très différents suivant les pays. To balance, to contain. Les Allemands sont pour faire de l'équilibrisme et continuer à commercer notamment avec la Chine davantage. Les Indiens sont aussi assez peu désireux de s'aliéner un voisin si puissant qui multiplie les incursions. Mais en gros, oui, il s'agit de faire en sorte que, notamment pour préserver la liberté de circulation dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, et il y ait une coalition suffisamment forte face à la Chine. Parce que vous dites que la Chine est perçue comme une menace de plus en plus existentielle par l'Inde et par l'Europe. Comment ça se concrétise, ça aussi? Alors, côté indien, c'est évident. En 2020, l'an dernier, une incursion chinoise fait 20 morts dans les rangs de l'armée indienne. Il y a des incursions de ce style, pas aussi meurtrières, bien sûr, mais de façon très répétée dans l'Himalaya. La poussée chinoise, la coulée chinoise vers l'océan Indien, le fait que la Chine est maintenant dans tout le pourtour indien, d'Asie du Sud en fait, des alliés, le Sri Lanka, bien sûr le Pakistan, maintenant le Népal, le Bangladesh, l'Inde se sent encerclée. Et ça, c'est l'une des conséquences de la fameuse route de la soie, à la fois maritime et terrestre. Pour les Européens, bien sûr, la menace n'est pas aussi directe. Mais on la sent monter sur les voies de communication qui permettent d'alimenter les marchés européens et dans l'autre sens, à l'export, les marchés asiatiques. Et puis on la sent monter aussi grâce, ou plutôt à cause, de tous ces investissements chinois en Europe. Bien sûr en Europe orientale, mais aussi en Grèce, mais aussi au Portugal, en Italie. Donc l'idée qu'il y a maintenant péril à la demeure, à des degrés différents et partagés par ces deux ensembles, qui se sentent aussi un petit peu les laissés pour compte du nouveau duopole. Il y a quand même une espèce de triumvirat qui se met en place, Chine-États-Unis. Où sont les puissances secondaires, entre guillemets, dans cet univers? Elles se rapprochent pour exister davantage. En tout cas, pour se rapprocher de l'Inde, il va falloir régler quelques questions, à commencer peut-être par les droits de l'homme, puisqu'on sait que l'Inde de Narendra Modi fait la guerre aux musulmans, dans une moindre mesure à la minorité chrétienne. On est en plein nationalisme hindou. Sur cette question, comment est-ce que les pays européens, et notamment la France et l'Allemagne, vous l'expliquez très bien dans la note, se positionnent-elles?
Ils sont à nouveau en ordre dispersé, effectivement. C'est-à-dire que pour l'Allemagne, la question des droits de l'homme est débattue au Parlement, est portée par des ONG, fait partie du débat public. Et ce débat, d'ailleurs, s'est transporté au Parlement européen, en partie à travers des élus allemands. La France est beaucoup moins regardante de ce point de vue-là, sans doute en raison de ses intérêts géostratégiques. La France est une puissance résidente de l'océan Indien. Il y a presque 2 millions de ressortissants. Elle doit exister militairement dans cette zone. Exister militairement, ça veut aussi dire être allié, en tout cas partenaire de l'Inde au niveau militaire, à travers des manœuvres conjointes, à travers des ventes d'armes, à travers aussi des échanges ou des accueils dans des bases militaires. Donc on est effectivement, entre Allemands et Français, sur des répertoires qui vont devoir converger, et c'est l'un des dossiers, l'Indo-Pacifique, que le président Macron va porter lors de la présidence française de l'Union européenne, qui commence le mois prochain. On verra jusqu'où est-ce que le rapprochement peut aller. On l'évoquait, le protectionnisme indien, qui est l'autre obstacle à ce rapprochement entre l'Inde et l'Europe. Comment est-ce que les entreprises européennes le perçoivent? Alors ça dépend des secteurs, mais vous avez des secteurs qui ont un accès très difficile au marché indien. L'automobile, pour les Allemands, est un point noir. L'agroalimentaire, pour les Français, est un point noir. Et vous n'avez pas seulement des barrières tarifaires, des droits de douane très élevés parfois, mais des barrières non tarifaires, des normes phytosanitaires qui rendent le commerce ce qu'il est, 8 fois moins de commerce entre l'Inde et l'Allemagne qu'entre la Chine et l'Allemagne. 6 fois moins de commerce entre l'Inde et l'UE qu'entre la Chine et l'UE. C'est le résultat, en partie seulement, de ces questions douanières. Et en revanche, les deux géants européens se rapprochent finalement sur une question sur le climat? Ils essayent, mais Glasgow, la COP26 nous a montré que les choses n'étaient pas aussi simples. Ouais. Vous avez maintenant une fracture, la COP26 l'a bien montré, entre les pays émergents et les pays pauvres, qui veulent que les pays riches payent pour leur transition énergétique. Et là, la barrière, enfin la frontière, sépare l'Europe et l'Inde d'une manière très claire. Et la question subsidiaire, c'est le charbon, auquel l'Inde est très attachée. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, mais elle a, avec son nouveau gouvernement, décidé d'accélérer la transition. C'est un projet, oui. Et donc, même sur la question du charbon, il est possible que Européens et Indiens ne se retrouvent pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a une volonté de rapprochement sur le climat, mais il y a encore du chemin à parcourir. On renvoie donc à cette note pour l'Institut Montaigne Europe-Inde. Quelles ambitions face à la Chine? Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot, pour votre analyse sur France 24.